Bonjour et bienvenue dans l'émission Leaders Talk consacrée aujourd'hui à la production des produits pharmaceutiques et cosmétiques. Alors c'est un sujet qui concerne l'approvisionnement des matières premières jusqu'à la libération des produits finis. Seulement voilà, la production de la grande majorité de ces produits est sous-traitée dans des pays étrangers. Rien d'exceptionnel dans l'absolu, mais une question se pose. Quels peuvent être pour nous, Français, les risques de cette délocalisation des produits pharmaceutiques, mais aussi cosmétiques que nous consommons? Eh bien, pour nous accompagner sur ce sujet, Bertrand Lasserre, directeur général de Tépenier Pharma et Cosmétiques. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, première question peut-être, si je vous demandais face à cette tendance persistante déjà de délocalisation dans un premier temps, mais aussi face à un coût assez objectif du travail en France, est-ce que c'est toujours pertinent finalement pour des entreprises telles que vous de fabriquer en France? Alors si vous me permettez, je crois qu'il ne faut pas mettre l'accent que sur la problématique du coût du travail, mais aussi sur la problématique de la pression fiscale, sur la problématique de l'évolution permanente des normes juridiques françaises et européennes qui ont un impact très lourd sur les calculs financiers effectués par les entreprises. Alors si vous me permettez de digresser très rapidement sur un sujet d'actualité, en l'occurrence les gilets jaunes, je dois dire que le chef d'entreprise que je suis comprend parfaitement intellectuellement ces revendications, pour autant qu'elles soient raisonnables et qu'elles se bornent à réclamer l'abandon de mesures ni fondamentalement justes, ni correctement, à mon sens, expliquées par l'exécutif. Mais je souhaite évidemment insister également sur le caractère souvent pernicieux et contre-productif des débordements, des blocages qui résultent de ces événements et qui compromettent la confiance que les investisseurs étrangers peuvent placer dans la France, que les clients étrangers peuvent placer dans les entreprises françaises, au sens où le time to market est essentiel pour elles et tout ce qui peut retarder cet accès au marché est un risque de perte d'exploitation pour elles, et finalement compromettent l'image de marque de la France. Et bien évidemment, ce sont ces investissements étrangers qui soutiennent partiellement la croissance française, qui donnent aussi la capacité aux entreprises françaises de créer de l'emploi, de maintenir l'emploi et plus généralement de rémunérer correctement les salariés français. Heureusement, nous évoluons pour notre part dans le secteur de la cosmétique, comme j'ai pu vous le dire, où le trademark français a une haute valeur dans l'esprit des consommateurs et qui, de facto, nous protège un petit peu contre ces risques de délocalisation, ce qui est pour nous une bonne nouvelle. Alors, ce phénomène de délocalisation, est-ce qu'il ne présente pas finalement un risque in fine pour le consommateur? C'est la question que j'avais posée en introduction. Alors effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de manières d'aborder cette question. Si vous me le permettez, je l'aborderai sous l'angle du risque finalement de santé publique dont est précisément assorti le fait de produire des médicaments à l'étranger ou de produire les matières premières entrant dans la composition de ces médicaments à l'étranger. Donc de ce point de vue-là, en cas d'ailleurs de conflit commercial international, qui n'est pas un sujet théorique compte tenu de la politique menée par certains dirigeants internationaux, ou armés, qui à mon sens est aussi un sujet qu'on ne doit jamais écarter complètement lorsque l'on parle de santé publique, il se pourrait que l'industrie pharmaceutique se trouve confrontée à une situation dans laquelle elle ne peut plus répondre aux besoins élémentaires du marché pharmaceutique français et que de ce fait, des maladies que l'on considère aujourd'hui comme éradiquées fassent leur réapparition. Alors, juste une dernière précision d'ordre statistique qui va permettre de bien comprendre l'ampleur du phénomène. En 1990, 2% des médicaments étaient produits à l'étranger. En 2016, 75% des médicaments nécessaires à satisfaire les besoins du marché français sont produits à l'étranger. Donc on comprend combien le phénomène est irréversible et combien il est grave et il doit être adressé, à mon sens, au plus vite par le gouvernement. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le sujet des Gilets jaunes. C'est vrai qu'en termes de politique sociale, vous êtes plutôt avant-gardiste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans le détail comment vous fonctionnez concrètement et finalement votre vision? Dans le contexte des revendications populaires actuelles, je crois qu'il n'est pas inutile de rappeler qu'il y a un certain nombre d'entreprises et de groupes qui essayent de mettre en œuvre une politique sociale responsable et de créer finalement un consensus avec leurs salariés. Alors précisément, les sociétés que je dirige en France ont mis en place un accord d'intéressement qui permet de répartir jusqu'à 20% du résultat courant avant impôt. Ceci est tout à fait exceptionnel au sens où seulement 35% des salariés français bénéficient d'un dispositif d'intéressement et que l'on sait que les montants répartis par la plupart des entreprises
bénéficiant d'accords d'intéressement sont nettement inférieurs aux nôtres. Si vous ajoutez à cela le fait que la prime d'intéressement est chez Teppanyé Pharma & Cosmetics et donc Nippon Shikisai France versée égalitairement à tous nos salariés, c'est-à-dire qu'elle a pour objectif finalement de soutenir le pouvoir d'achat des rémunérations les plus faibles, que l'actionnariat familial ne se distribue aucun dividende, ce qui permet mécaniquement de distribuer davantage d'argent à nos salariés. Et autre sujet d'actualité, les écarts de rémunération entre la rémunération la plus basse et la plus haute chez Teppanyé sont de 1 à 5. Une fois que j'ai dit tout cela, vous comprenez que notre politique est une politique effectivement avant-gardiste qui a pour but de valoriser le rôle des salariés dans la création de valeur ajoutée dans l'entreprise. Et de ce fait, je crois que le retour sur investissement pour nous, c'est que nous bénéficions d'un climat social favorable, d'une implication très significative de nos salariés dans leur entreprise et que nous avons toute raison de nous en réjouir. Votre entreprise aujourd'hui est la filiale d'un groupe japonais. Vos missions, entre autres, c'est de connecter des marques avec les innovations finalement d'Asie de l'Est. Comment ça se matérialise dans le concret? Comment ça fonctionne? Permettez-moi de le préciser, mais en tant que les filiales du seul groupe pharmaceutique et cosmétique asiatique implanté en Europe, en l'occurrence en France, effectivement, notre objectif est de faciliter l'accès des marques occidentales à l'innovation d'Asie de l'Est, à laquelle notre groupe prend toute sa part. Si vous ajoutez à ça l'arrivée très prochaine, ou déjà présente d'ailleurs, de la Chine et des moyens colossaux dont elle dispose pour investir, vous savez que l'innovation, elle se situe donc sur place. Du coup, l'objectif pour nous, c'est de booster l'activité de nos clients marques occidentales et d'accélérer la mise à disposition des produits innovants dont on vient de parler au consommateur occidental. Alors si vous me permettez d'évoquer rapidement les tendances actuelles du marché, elles sont clairement à la naturalité, au clean, pardon pour ces anglicismes, mais au sustainable. Alors la cosmétique va entrer de plein pied dans le secteur de la santé et il devra faire la démonstration d'une absence d'effets néfastes sur l'organisme, mais bien davantage faire la démonstration d'effets bénéfiques sur l'organisme, être aussi en mesure de démontrer un impact aussi limité que possible sur l'environnement. Et à mon sens, ce phénomène de convergence des industries cosmétiques et pharmaceutiques est enclenché et il est irréversible. Et il est en plus soutenu par un certain nombre d'applications qui aujourd'hui notent la qualité des ingrédients entrant dans la composition des produits cosmétiques, mais aussi de produits alimentaires, qui rendent finalement effectivement cette évolution irréversible. Vos projets et perspectives d'avenir, si vous en avez encore? Écoutez, j'ai envie de vous dire des investissements, encore des investissements pour améliorer notre savoir-faire, aussi bien d'un point de vue industriel que d'un point de vue de la capacité à innover de notre groupe, et finalement essayer d'améliorer la compétitivité dans nos domaines de savoir-faire qui sont dans le domaine pharmaceutique essentiellement l'oral care et les produits dermatologiques, et dans le domaine cosmétique, essentiellement les produits de skincare et les produits de maquillage. Mais aussi, fondamentalement, de consolider la part de marché qui est la nôtre et de fournir un service toujours plus irréprochable à nos clients. À ce titre, nous sommes également très attentifs aux enjeux de l'industrie 4.0, aussi bien prise dans ces dimensions finalement d'automatisation de notre outil de production, mais aussi de capacité de gérer et d'exploiter les données que génère notre activité. Et en tout état de cause, l'innovation et l'augmentation de notre compétitivité sont les seuls moyens que nous avons aujourd'hui pour faire le lien avec le début de notre entretien, pour lutter justement et pour compenser les désavantages qui sont ceux des entreprises françaises aujourd'hui en termes de la fiscalité, en termes de coût du travail, etc. Et nous nous y préparons activement. Merci Bertrand Lasserre. Merci beaucoup madame. Merci à vous de nous avoir suivis sur Forbes. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Leaders Talk.